Mes chers amis, permettez-moi de remercier d'abord Claude Olive qui m'accueille une nouvelle fois ici au Pays Basque, qui a accepté d'animer ma campagne avec Maider Arostegui et Corinne Martineau. Tous les trois sont les animateurs d'une campagne qui commençait difficilement et qui, si j'en juge par tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans cette salle et qui nous écoutent de l'autre côté de la porte et que je veux saluer, se termine sur les chapeaux de roue. Et justement, je veux surtout vous remercier tous, vous qui êtes venus soutenir un candidat dont on vous répète depuis des mois et des mois qu'il n'a aucune chance de passer le premier tour de la primaire. Pourtant, vous êtes là. Et vous êtes là depuis des semaines et des semaines, depuis des mois et des mois. À chaque fois que j'arrive dans une réunion comme celle de ce soir, il y a toujours un journaliste à l'entrée pour me poser la question « Mais vous y croyez encore ?» Eh bien oui, j'y crois encore. Et j'y crois encore parce que tous les soirs, il y a des centaines, des milliers de Français qui viennent me soutenir et qui viennent démentir le scénario que les médias avaient décidé à votre place, à la place du peuple, à la place de la démocratie. Ils avaient commencé par un scénario imaginé depuis longtemps, c'est l'élection présidentielle de 2017 doit être la réédition de celle de 2012. Donc on prend les mêmes candidats et on recommence. Il y en avait un d'ailleurs qui était très fanatique de cette réédition du scénario de 2012, c'est François Hollande, qui lui voulait affronter de nouveau Nicolas Sarkozy en 2017. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de le faire monter dans les sondages, à tel point que je me suis posé la question de savoir s'il n'allait pas mettre son casque, prendre son scooter et venir voter à la primaire de la droite et du centre pour être bien sûr de choisir le candidat qu'il souhaitait. Et puis après, sur la foi de sondages qui sondent des choses insondables, c'est-à-dire l'électorat d'une primaire de la droite et du centre qui n'a jamais existé et donc dont on ne connaît pas par définition l'électorat, on a installé le duel entre deux candidats favoris. Bon, les sondages, ça veut dire quelque chose. Les médias ont bien le droit de publier des sondages, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire. Il y a une chose qu'ils n'ont pas le droit de faire, c'est d'installer dans l'esprit des Français l'idée que les autres candidats n'ont aucune chance de gagner les élections, parce que ça, c'est contraire à la démocratie. Alors pendant 24 heures après l'élection de M. Trump aux États-Unis, on s'est dit qu'ils allaient peut-être faire un petit effort pour corriger leurs erreurs, mais en général, ça dure rarement plus de 24 heures, les excuses dans ce milieu-là. Donc, on va continuer notre campagne. Et si vous êtes aussi nombreux ce soir, comme tous les soirs depuis le début de cette campagne, c'est parce que vous ne voulez pas d'un retour en arrière. Et vous ne voulez pas non plus d'une petite alternance. Si vous êtes venu m'écouter ce soir, si vous êtes venu m'apporter votre soutien, c'est parce que vous voulez une transformation profonde de notre pays, une transformation économique et sociale, avec un objectif, la réussite. On veut en finir avec les échecs, on veut en finir avec cette déprime française, avec cette idée française qu'au fond, rien n'est possible. Rien n'est possible dans notre pays, c'est trop compliqué, il y a des syndicats qui bloquent tout, on ne peut rien faire. Et donc, on se résigne. Eh bien, moi, je viens vous présenter un projet qui est un projet pour la réussite individuelle, la réussite de chaque personne, la réussite de chaque Français et en même temps, la réussite collective de notre pays. Après un quinquennat d'échecs, c'est de réussite que je veux vous parler. Oui, c'est un quinquennat d'échecs, je ne vais pas m'appesantir. Le chômage, la croissance, le pouvoir d'achat des Français, la fiscalité, les impôts, les charges, la cohésion nationale, à travers en particulier le débat sur le mariage, la sécurité des Français, avec la délinquance qui n'a cessé d'augmenter, l'Europe qui se défait sans que François Hollande ne trouve rien à y redire,
et la place de la France dans le monde, dont chacun voit bien qu'elle a baissé de plusieurs crans depuis son arrivée à l'Élysée. Il faut donc que nous mettions un terme à cette spirale de l'échec. Et pour mettre un terme à cette spirale de l'échec, je veux vous proposer la réussite, et d'abord la réussite individuelle. Pour réussir, on a besoin de remettre en avant une valeur fondamentale qui a été trop longtemps laissée de côté dans notre pays, et cette valeur, c'est la valeur de la liberté. La France a besoin de liberté. Vous allez me dire que c'est étrange de parler de liberté quand on est menacé par les terroristes, quand on a des problèmes d'intégration avec des quartiers en ébullition. Eh bien oui, je veux d'abord vous parler de liberté. Pourquoi ? Parce qu'après la défaite des présidentielles de 2012, j'ai fait un tour de France pendant 3 ans. J'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé partout. Je suis allé partout tout seul, parler aux Français, m'expliquer sur notre bilan, les écouter et bâtir avec eux un projet. Et d'ailleurs, le projet que je vous présente, le projet dont tout le monde dit qu'il est le meilleur, à tel point que chacun en prend un petit morceau pour alimenter le sien, eh bien, ce projet, au fond, il a été écrit avec 6 ou 7 000 Français qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la rédaction de ce projet. Qu'est-ce que m'ont dit ces Français que j'ai rencontrés partout ? Quel que soit leur métier, quelle que soit leur région, quel que soit leur accent, ils m'ont tous dit la même chose. Il faut que l'État arrête de nous emmerder. Il faut qu'on nous fasse confiance. Il faut qu'on nous laisse tranquilles. Il faut qu'on nous laisse travailler. Il faut qu'on nous laisse réussir. On a besoin d'une administration qui nous aide, pas d'une administration qui nous sanctionne, qui nous soupçonne. On a besoin, au fond, d'un peu d'oxygène et d'un peu de liberté. Et ceux qui m'ont dit ça, ce ne sont pas seulement des entrepreneurs, parce que je vois tout de suite le procès qu'on va me faire. Ils ne parlent que des entrepreneurs et de la liberté d'entreprendre, bien sûr. Non, c'est des agriculteurs qui en ont par-dessus la tête de voir des fonctionnaires leur expliquer dans des circulaires comment ils doivent cultiver leurs champs et comment ils doivent soigner leurs animaux. Et d'ailleurs, on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce qui se passerait si on prenait ces fonctionnaires et qu'on les mettait dans les champs à la place des agriculteurs. C'est des médecins qui m'ont dit, nous on n'en peut plus de cette administration de la santé qui vient par des circulaires, des normes, des textes, des contrôles, nous expliquer comment on doit soigner nos malades. On comprend qu'on nous fixe des contraintes, des objectifs, c'est normal. Mais une fois que ces objectifs sont fixés, qu'on nous fiche la paix, qu'on nous laisse faire notre métier. Et en parlant avec eux et en construisant mon projet avec eux, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement beaucoup plus de personnes pour administrer la santé que de médecins pour soigner les malades. Et puis j'ai vu des hommes et des femmes qui construisent des logements, qui m'ont dit si vous nous laissiez un tout petit peu la bride sur le cou, là, si vous nous donniez un peu d'oxygène, on vous ferait des logements 20% moins chers et 2 fois plus vite. J'ai vu des chefs d'établissements scolaires, des proviseurs de lycées publics me dire si seulement on avait un peu de liberté, si on pouvait recruter quelques-uns de nos enseignants, si on pouvait avoir une petite marge d'appréciation sur les programmes par rapport aux élèves qu'on a en face de nous, si on pouvait jouer un peu sur les horaires, si on était un peu autonome. J'ai même vu des travailleurs sociaux, des personnes responsables d'associations d'insertion d'handicapés, qu'on vienne pas me dire que c'est des ultralibéraux, me dire tous ces statuts, toutes ces circulaires, toutes ces règles, ça nous empêche au fond de faire le métier pour lequel on est là, c'est-à-dire aider les handicapés à s'insérer dans la société. Voilà, la France est en train d'étouffer sous le poids d'une bureaucratie qui ne date pas d'hier, qui ne date pas de ces 5 dernières années, d'une bureaucratie qui s'est accumulée depuis 20 ou 25 ans, parce qu'on a toujours cru que quand il y avait un problème, il fallait le résoudre avec une loi, un règlement, un fonctionnaire, une taxe et un impôt supplémentaire. Eh bien, il faut s'arrêter, il faut changer de logique et il faut libérer notre pays. Et en parlant de bureaucratie, je ne critique pas les hommes et les femmes qui travaillent dans les fonctions publiques. C'est pas de leur faute, c'est le système qui doit être changé. Pour le changer, moi je propose une vraie révolution. Je propose d'abord de libérer de façon radicale le travail. On doit pouvoir travailler dans notre pays. On doit pouvoir travailler si on en a envie. On doit pouvoir travailler si on veut gagner de l'argent. On doit pouvoir travailler si
c'est la manière dont on a choisi de s'accomplir. Donc oui, je veux en finir de manière définitive et radicale avec les 35 heures qui ont fait tellement de mal à notre pays et qui ont coûté tellement cher. Oui, je veux un code du travail moderne. Un code du travail moderne, ça fait 300 pages. Le nôtre fait 3700 pages. Je ne sais jamais trop bien quel est le chiffre exact, parce que depuis le début que j'ai commencé ma campagne, le nombre de pages a déjà augmenté. Donc, il faut un code de 300 pages, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales, qui assurent la défense des salariés, la sécurité des salariés, mais qui laissent le reste à la négociation dans les entreprises ou dans les branches. Il faut baisser les charges de manière radicale. Je propose de baisser de plus de 40 milliards d'euros, en plus de ce qui avait déjà été fait par la gauche, les charges des entreprises, de manière à ce qu'elles soient au niveau des entreprises allemandes, au niveau de notre voisin et de notre concurrent principal. Et je veux que ces baisses de charges s'appliquent à tous les niveaux de salaire, et pas seulement aux bas salaires, comme on l'a fait depuis 20 ou 25 ans. Et ce que tous mes autres concurrents dans cette primaire proposent. Pourquoi? Parce que baisser les charges seulement sur les bas salaires, d'abord ça enferme les Français dans les bas salaires, mais surtout ça empêche l'économie française de monter en gamme. On a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin d'informaticiens. Si vous pensez à toutes les industries qui ont disparu de notre pays, justement parce qu'on n'a pas su monter en gamme, imaginez aujourd'hui notre industrie automobile, qui est encore un des fleurons de l'activité économique française. Qu'est-ce qu'il en sera dans 10 ans? Quand les voitures seront électriques, à l'hydrogène, connectées au smartphone et automatiques. Ce seront des voitures qui seront pour l'essentiel faites avec des composants électroniques chinois et pour le reste avec des réseaux et avec des lignes de code et de logiciels qui viendront des États-Unis. La principale marque de voiture demain, ça sera peut-être pas Peugeot ou Renault, mais ça sera Google. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas laisser partir l'industrie automobile comme on a laissé partir le téléphone, l'informatique, l'électronique. Donc il faut des ingénieurs, des techniciens et des hommes et des femmes de grand talent pour permettre à notre industrie de monter en gamme. Je veux qu'on libère l'investissement dans notre pays. Vous voyez que je ne choisis pas des sujets faciles. Il y a des candidats qui vous disent qu'ils vont baisser tous les impôts. Vous pouvez toujours essayer. Moi, je vous dis qu'il faut commencer par baisser la fiscalité sur le capital et sur l'investissement. Parce que s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de développement économique. Mais surtout, si nous ne réformons pas la fiscalité de l'investissement, la totalité de l'économie française va passer sous le contrôle étranger. Comme il n'y a plus d'investisseurs français, parce qu'on leur prend 60-70% du revenu de leur capital, eh bien qu'est-ce qui se passe? C'est les Qataris et les fonds de pension américains qui sont en train de reprendre le contrôle de la quasi-totalité de l'économie française. Moi, je suis un patriote, je suis un souverainiste, eh bien je veux qu'il y ait des investisseurs français capables de contrôler l'économie française. Libérer le travail, c'est permettre aux jeunes Français d'acquérir la formation dont ils ont besoin pour trouver du travail. Et c'est pour ça que je veux changer radicalement l'organisation de notre système scolaire. Oui, nous avons un système scolaire qui est en échec. Il y a aujourd'hui 2 millions de jeunes Français, retenez ce chiffre, 2 millions, entre 16 et 25 ans, qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas dans un emploi et qui ne sont pas dans une formation, qui sont dans la rue. Et qui, pour beaucoup d'entre eux, comme ils ne maîtrisent pas les fondamentaux, ils n'ont quasiment pas d'autre espoir que de toucher le RSA jusqu'à la fin de leur jour. Qui est responsable de ça? Tous, nous tous, les responsables politiques, mais aussi les organisations syndicales qui ont bloqué les unes après les autres les réformes de l'école. Et qui devraient répondre de ce qui est un véritable crime contre la jeunesse. Moi, je veux d'abord une école primaire différente de l'école primaire d'aujourd'hui. Je veux une école primaire où on apprenne vraiment les fondamentaux. Je veux une école primaire qui commence plus tôt, à 5 ans. Et je veux que dans cette école primaire, 75% du temps soit consacré à la lecture, à l'écriture, au calcul, à la langue française, à l'apprentissage des fondamentaux. Et puis, je veux que dans cette école primaire, on apprenne aussi le respect, l'autorité et la discipline, parce que c'est une base de la vie en société.
Plutôt que de vouloir, comme certains de mes amis politiques, débattre à l'infini sur le rétablissement du service militaire, on pourrait se poser la question de savoir si c'est bien intelligent d'attendre que les jeunes aient 18 ans pour leur apprendre le respect de l'autorité, de la discipline et de la vie en société. Et d'ailleurs, c'est ce qui me conduit à proposer un symbole pour l'école. Le débat sur les symboles dans notre pays, parfois, fait couler beaucoup d'encre. Il y a en ce moment un débat sur les symboles vestimentaires, sur les tenues vestimentaires. Eh bien, moi, je vous propose que dans les écoles de France, les chefs d'établissement et les conseils d'administration puissent choisir une tenue unique, une tenue commune pour les enfants, ce qui leur permettra, au fond, de mesurer qu'ils entrent dans la société. Je veux que les jeunes Français puissent accéder aux nouveaux emplois, aux nouvelles formes d'emploi, à la nouvelle économie qui est en train d'être le principal levier de croissance dans le monde, cette nouvelle économie numérique qui va conduire de plus en plus de personnes à se mettre à leur compte, à ne plus être salariés, à ne plus fonctionner dans le cadre classique de l'entreprise d'autrefois, et à offrir leurs services aux entreprises, aux personnes, aux collectivités locales. C'est pour ça que je veux créer un statut du travailleur indépendant qui le protège, qui lui permette d'acquérir ses droits à la retraite, sa protection sociale, et qui lui permette de travailler par contrat avec les entreprises sans que l'inspecteur du travail déboule et tombe sur l'entreprise pour requalifier ce contrat de prestataire en un contrat de salarié. Oui, nous devons nous adapter aux nouvelles formes de travail que la révolution technologique permet. Enfin, je veux que les jeunes Français puissent créer leurs entreprises, les jeunes et les moins jeunes. Et pour qu'ils puissent créer leur entreprise, il faut qu'ils aient des capitaux, il faut qu'ils aient des moyens, il faut qu'ils soient soutenus. Et c'est la raison pour laquelle je propose que les Français investissent directement dans l'économie. Je propose que l'on puisse déduire de son impôt sur le revenu entre 30 et 50% du montant de cet impôt jusqu'à 1 million d'euros quand on l'investit dans une PME ou dans une entreprise de haute technologie. Voilà comment on pourra redonner à nos concitoyens l'envie de réussir. Cette envie de réussir individuelle, qui est le moteur de notre existence. On a tous besoin d'avoir des rêves, on a tous besoin d'avoir des projets. Et au fond, ce qui caractérise la société française aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus avoir de rêves. Ou alors, si on veut avoir des rêves, il faut aller les vivre ailleurs. Parce que nous vivons dans une société bloquée. Mais en même temps, je souhaite que cette réussite individuelle soit aussi une réussite collective. Et pour qu'elle soit une réussite collective, pour qu'on puisse réussir ensemble, il y a une condition fondamentale, il faut remettre la famille au cœur des préoccupations de la vie politique française. Pourquoi ? Simplement parce que la famille, c'est un maillon essentiel du fonctionnement d'une société. Une société qui fonctionne sans la famille, eh bien elle fonctionne mal. Elle fonctionne mal parce que c'est une société où les individus sont face à l'État et au pouvoir public. Il n'y a pas ce maillon intermédiaire qui permet de transmettre les valeurs, qui permet l'éducation, qui permet la solidarité, qu'est la famille. Et en détruisant la famille, eh bien, on détruit les valeurs, on détruit la solidarité et finalement, on ne libère pas l'individu. La gauche n'aime pas la famille. Elle n'aime pas la famille parce que c'est comme un intermédiaire entre l'État et l'idéologie de gauche et les individus. Et il y a beaucoup de personnes à gauche, à commencer par notre ministre de l'Éducation nationale, dont on a l'impression qu'ils aimeraient au fond que tous les jeunes Français soient façonnés à leur image, qu'ils soient façonnés à l'image de leur idéologie. Et évidemment, de ce point de vue-là, la famille, ça les gêne. Eh bien moi, je veux au contraire renforcer la famille. C'est la raison pour laquelle je veux rétablir les allocations familiales pour tout le monde. Je veux remonter le plafond du quotient familial à 3 000 € pour que les familles puissent être aidées. Je veux aider les parents pour les gardes d'enfants et pour les personnels qui sont employés à domicile. Je veux que les mères de famille puissent être reconnues, puissent avoir une reconnaissance de la part de la société en termes de statut qu'elles n'ont pas aujourd'hui. Et enfin, je veux réécrire le droit de la filiation. Il y a eu ce débat qui a profondément divisé notre pays sur le mariage pour tous. Ce mariage pour tous aujourd'hui, je ne le souhaitais pas, c'est une réalité.
Mais cette réalité a des conséquences sur la filiation. Et je veux corriger ces conséquences sur la filiation. Et donc je veux introduire dans le droit de la filiation un principe simple et au fond un principe naturel. Un enfant est toujours le fruit d'un homme et d'une femme, et il a donc toujours un père et une mère. Quelle que soit par ailleurs sa situation personnelle. Cela entraînera des conséquences sur l'adoption, cela entraînera des conséquences sur la procréation médicale assistée qui doit être strictement réservée aux couples hétérosexuels pour des raisons médicales, et cela permettra d'interdire et de prendre la tête d'un combat européen contre les mères porteuses et contre la gestation pour autrui. Pour réussir ensemble, il faut que nous parvenions à rétablir la cohésion de la nation. Il faut que les Français soient fiers de leur pays. Pour être fier de son pays, il faut d'abord que son pays vous offre des possibilités d'aller au bout de vos rêves et de vos projets, mais il faut aussi que ce pays vous protège et que ce pays assure une justice qui soit une justice équitable. Donc il faut rétablir l'autorité de l'État. C'est une priorité absolue. Ça sera avec le plein emploi, l'objectif de plein emploi et de libération de l'économie, mon objectif prioritaire. La première année du quinquennat, elle devra être totalement consacrée au plein emploi, aux mesures de libération de l'économie et au rétablissement de l'autorité de l'État. Comment est-ce qu'on peut rétablir l'autorité de l'État dans un pays où elle est si abaissée? Il y a une première condition qui est évidente. J'ai envie de vous demander laquelle. Il faut changer de président de la République. Voilà. Parce qu'il n'a jamais eu d'autorité. En juillet ou en août 2012, j'avais signé une lettre ouverte à François Hollande, publiée dans un journal, dans lequel je lui disais « Monsieur le Président de la République, devenez le chef de l'État. Vous êtes le Président de la République, certes, mais vous n'êtes pas le chef de l'État, parce que vous n'assumez pas vos responsabilités, vous ne prenez pas de décision, vous ne prenez jamais de décision, vous faites toujours des compromis. » Souvenez-vous, ça a commencé avec Leonarda, et le dialogue en direct entre une adolescente sans papier qui négociait avec le président de la République française les conditions de son retour. Ça s'est poursuivi avec l'incapacité de François Hollande à arbitrer entre ses propres ministres, sans parler des épisodes du casque et du scooter. Et ça s'est poursuivi avec cette incapacité à faire face aux grands événements, aux grandes difficultés. Je pense au départ de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, qui s'est produit sans qu'il n'y ait aucune tentative de la part de la France, qui est pourtant un pays qui a des liens particuliers avec la Grande-Bretagne, d'essayer de trouver des solutions pour éviter ce départ qui aujourd'hui bouleverse les perspectives européennes. Je pense aussi à l'incapacité de François Hollande à faire évacuer des territoires de la République qui sont occupés par des hors-la-loi depuis des années et des années, c'est-à-dire des territoires de la République dans lesquels la police et la gendarmerie n'ont plus le droit de rentrer, parce que des hors-la-loi soi-disant écologistes empêchent la construction d'un aéroport à côté de Nantes. On ne peut plus pénétrer sur le territoire de la République française et François Hollande ne fait strictement rien pour l'en empêcher. Donc il faut changer de président de la République, mais ça ne va pas suffire. Il faut une deuxième condition. Il faut que les responsables au sommet de notre pays soient irréprochables si on veut rétablir l'autorité de l'État. On ne devrait même pas avoir besoin de le dire, tellement c'est une évidence. J'entends beaucoup d'hommes politiques m'expliquer que les hommes politiques, comme les citoyens, ils ont droit à la présomption d'innocence, ils ont droit à une deuxième chance. Mais nous ne sommes pas des citoyens comme les autres. Ce qu'on nous demande, c'est de diriger le pays, c'est de commander la police, la gendarmerie, la justice. C'est d'être les gardiens des institutions de la République française. Et c'est pour les parlementaires de voter la loi. Comment est-ce qu'on peut être les gardiens de la justice et des institutions si on a soi-même des difficultés avec la justice et la police? La troisième condition pour rétablir l'autorité de l'État, c'est évidemment que la police, la gendarmerie et la justice soient en mesure d'assurer notre sécurité.
Et on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans une situation d'une extrême gravité, car quand la police est dans la rue, dans un pays démocratique, c'est vraiment que l'État est en train de se fissurer. La police, c'est le dernier rempart, c'est l'institution qui est la plus proche du cœur de l'État. C'est d'ailleurs pour ça que les policiers n'ont pas le droit de manifester, qu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer, enfin de s'organiser en manifestation. Mais s'ils sont dans la rue, c'est qu'il y a une raison. Et s'ils sont dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur. La police a peur des délinquants, alors que les délinquants devraient avoir peur de la police. Et quand les policiers ont peur des délinquants, alors il est terriblement difficile pour eux d'assurer la sécurité des Français. Donc ça doit être une priorité absolue. Je veux réduire la dépense publique. J'ai dit que je voulais réduire sur la totalité du mandat de 100 milliards la dépense publique. Pourquoi? Pour que nous puissions, de nouveau, être un pays avec un budget équilibré et commencer doucement, à partir de la fin du quinquennat, à réduire une dette qui pèse de manière étouffante sur l'économie française, mais aussi demain sur nos perspectives d'avenir. Mais pourtant, je veux mettre 12 milliards de plus en 5 ans sur la police, la gendarmerie, la justice et la défense. Parce que nous avons besoin d'être protégés. Les policiers, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin de voitures neuves, ils ont besoin d'avoir de l'essence dans les réservoirs, ils ont besoin d'avoir des ordinateurs, ils ont besoin d'avoir tous les moyens modernes qui permettent aux policiers d'être plus efficaces. Ils doivent être protégés, ils doivent être organisés de telle manière qu'il n'ait pas à accomplir toutes ces tâches administratives qui font qu'il y a tellement peu de policiers sur le terrain parce qu'il y en a tellement qui sont en train de faire des procédures. Un policier qui interpelle dans une rue de Biarritz, quelqu'un qui est pris en flagrant délit de vol et qui l'emmène au commissariat, il va devoir remplir 12 procédures avant de pouvoir lui poser la première question. Une heure de procédure. Et le tout dans un studio de télévision, puisque désormais tout est filmé pour qu'on soit bien sûr qu'il n'y a pas d'aveux qui sont torqués dans des conditions qui seraient contraires à la loi. Eh bien, il faut en finir avec ça. Bien sûr qu'il faut protéger les individus et les libertés individuelles, mais il y a des limites, il faut trouver des équilibres et des compromis. On est allé trop loin. Il y a 20 000 policiers aujourd'hui qui ne font que des tâches administratives. Voilà, si on leur retirait ces tâches administratives, ça fait 20 000 policiers de plus dans les rues de nos villes. Et puis on a besoin d'une justice qui sanctionne. Et pour avoir une justice qui sanctionne, il y a plusieurs conditions. Il faut plus de magistrats. Oui, il faut beaucoup plus de magistrats. On est, de tous les pays européens, on a plus de policiers et de gendarmes par habitant que les Anglais ou les Allemands. On peut toujours discuter de ces sujets. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'en faut pas plus, mais en tout cas, on en a plus que les autres. Par contre, on a beaucoup moins de magistrats et beaucoup moins de places de prison. Donc c'est là qu'est la faiblesse. Il faut des magistrats qui puissent juger vite. Et il faudrait que ces magistrats, comment dirais-je, soient peut-être plus divers. Disons qu'ils ne soient pas tous formés dans la même école, qu'ils viennent d'horizons différents. Et il faut qu'ils puissent sanctionner les délinquants, et pour ça, je veux construire 16 000 places de prison supplémentaires. C'est un énorme programme. Ça n'a jamais été fait sous la Ve République. Ça représente plus d'1 milliard d'investissements, mais c'est fondamental. Il n'y a pas de place dans les prisons. Et comme il n'y a pas de place dans les prisons, on peut comprendre que certains magistrats hésitent à prononcer des peines de prison. On comprend moins bien, ou on comprend plutôt, pourquoi il y a 100 000 personnes aujourd'hui qui ont été punies de peines de prison et qui n'effectuent pas ces peines parce qu'il n'y a pas de place dans les prisons françaises. Voilà. Ça veut dire que pour un grand nombre de petits voyous, ils savent très bien qu'ils peuvent faire leur larcin 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Ça ne changera rien parce que, de toute façon, ils n'iront jamais en prison. Donc il faut mettre un terme à cette impunité. Enfin, si on veut assurer la sécurité de nos concitoyens, il faut évidemment que nous ayons des frontières. Parce qu'un pays a le droit de savoir qui rentre sur son territoire. Ces frontières, moi je préférerais qu'elles restent européennes. Mais à condition que ce soit des frontières. C'est-à-dire avec des barrières, des gardes-barrières, des gardes-côtes, et surtout avec tous les moyens électroniques et informatiques modernes pour être sûr de l'identité des personnes qu'on accueille. J'ai dit lors d'un débat à la télévision qu'il fallait 2 heures
pour passer les contrôles de police quand on arrive aux États-Unis, eh bien, il faudrait que demain, il faille 2 heures aussi pour passer les contrôles de police quand on arrive en Europe. Mais pas 2 heures parce qu'il n'y a pas assez de policiers derrière les guichets, mais 2 heures parce que les contrôles sont des vrais contrôles. Et une fois qu'on a des frontières qui fonctionnent, alors il faut une politique d'immigration, parce que tout pays doit avoir une stratégie en matière d'immigration. On a le droit, là aussi, de dire combien de personnes on peut accueillir et de choisir les personnes qu'on peut accueillir sur notre territoire. Moi, je propose depuis des années une politique d'immigration simple, efficace, réaliste et, à mon sens, la plus juste. Cette politique, elle consiste à faire voter en toute transparence par le Parlement chaque année un quota maximum de personnes étrangères qui seront accueillies sur le territoire national. Et chacun comprend bien que les prochaines années, ce quota devra être très bas parce que nous avons un vrai problème d'intégration et qu'il y a du retard à rattraper. Je voudrais que ces quotas soient des quotas qualitatif, c'est-à-dire qu'on donne des papiers en priorité aux personnes qui ont des qualifications qui correspondent aux besoins de l'économie de notre pays. Et enfin, je voudrais que ces quotas soient des quotas géographiques pour que l'on puisse avoir une immigration qui soit harmonieuse et qui ne vienne pas seulement d'une seule région du monde. Parce qu'une immigration qui vient d'une seule région du monde, c'est évidemment à terme la création de ghettos, la création de communautés qui s'enferment sur elles-mêmes et qui finissent par poser un problème à la cohésion nationale. Enfin, pour assurer la sécurité de notre pays, la cohésion de la nation, il faut évidemment protéger les Français contre les risques extérieurs, contre les menaces extérieures. On avait cru avec la chute de l'Union soviétique qu'il n'y aurait plus jamais de menaces extérieures, que le monde était parti pour vivre des millénaires dans la paix. Eh bien, on voit que ce n'est pas vrai. Et que nous sommes aujourd'hui sous le coup d'une menace qui est une menace grave. Que je suis le seul à qualifier non pas de menace terroriste, parce que ça ne veut rien dire, menace terroriste. Il y a eu plein de terroristes dans le passé, il y a eu la bande Abadère, il y a eu les Brigades Rouges, il y a eu les Basques, les Irlandais, voilà. Ça ne veut rien dire, la menace terroriste. La menace qui nous frappe aujourd'hui, c'est une menace qui est beaucoup plus grave que ça. C'est une menace que j'appelle la menace totalitaire islamique. C'est-à-dire, c'est une menace qui correspond au totalitarisme qu'on a connu au XXe siècle. C'est comparable avec le nazisme. C'est comparable d'une certaine façon avec des régimes comme celui de l'Union soviétique, c'est-à-dire des régimes qui voulaient imposer par la force, par la violence, à des peuples entiers un mode de vie, une organisation de vie qui est totalement contraire aux valeurs de l'humanité, aux valeurs qui sont les nôtres. À chaque fois que ces totalitaires ont pris le pouvoir quelque part, on a vu comment ils fonctionnaient, les talibans en Afghanistan, l'État islamique aujourd'hui en Syrie. Ils mettent en place une organisation horizontale qui contrôle chaque individu, qui contrôle les personnes jusque dans leur domicile, qui contrôle leurs pensées, leur conscience. Ce sont des totalitaires. Et comme tous les totalitaires, ils ont une tentation génocidaire. Ils veulent éliminer tous les chrétiens d'Orient, ils ne supportent pas qu'il y ait des chrétiens en Orient, et ils veulent chasser les juifs d'Israël. Oui, ce sont des totalitaires. Ces totalitaires font peser sur le monde une menace pour la paix mondiale. Eh bien, face à une menace pour la paix dans le monde, il faut une coalition mondiale pour les éliminer. Ça veut dire qu'il faut parler avec les Russes, même si on n'est pas parfaitement d'accord avec leur régime politique. Ce qui m'amuse d'ailleurs, c'est que depuis l'élection de M. Trump, je me demande si nos élites de Saint-Germain-des-Prés et notre système médiatique ne va pas finir par trouver Poutine plus sympathique que Trump. Quand on a affronté le péril nazi, on s'est allié avec Staline. Et honnêtement, Staline avait plus de sang sur les mains que tous les dictateurs dont on parle aujourd'hui. Et quand le général de Gaulle a estimé qu'il était temps de reconnaître la Chine de Mao, il a décidé de reconnaître la Chine de Mao, et il a eu raison. Parce que la politique étrangère, ça consiste à défendre les intérêts de son pays.
Pour lutter contre les totalitaires islamiques, il faut aussi assurer la sécurité par rapport aux attaques sur notre territoire. Et là, vous avez vu, puisque nous parlons aujourd'hui des commémorations de l'attentat de Paris, de l'attentat du Bataclan et du Stade de France, vous avez vu qu'à chaque attentat, il y a un immense débat polémique avec des politiciens qui ont tous des idées plus géniales les unes que les autres pour lutter contre le terrorisme. C'est ce que j'ai appelé le concours Lépine des solutions contre le terrorisme. On parle, on s'affronte, on s'envoie des mots violents à la figure, mais pendant ce temps-là, il ne se passe rien. Les terroristes continuent à rentrer dans le pays, continuent à recruter des jeunes dans nos quartiers, parce que nous consacrons toute notre énergie à des débats politiciens et pas au travail de fond qui doit être fait pour assurer la sécurité des Français. Moi, je propose qu'on applique simplement les lois de la République. Pas qu'on aille en inventer d'autres, pas qu'on s'assoie sur l'état de droit, qu'on mette tous les suspects dans des camps de rétention ou je ne sais quoi. Non, je propose qu'on applique les lois de la République. Les lois de la République permettent aujourd'hui de retirer la nationalité française à tout Français qui est parti combattre contre nous en Syrie ou en Irak. Ce sont des hommes ou des femmes qui ont décidé de nous faire la guerre. Donc d'abord, on leur fait la guerre sur le terrain. Et ensuite, si jamais ils essaient de revenir, eh bien, on ne les accepte pas sur le territoire national parce qu'ils ne sont plus français, ils n'ont plus rien à y faire. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est le Front populaire qui avait inventé cette destitution de la nationalité française. La deuxième chose que je demande depuis des mois et des mois, sans que personne ne le reprenne, c'est qu'on applique le code pénal. Dans le code pénal français, il y a une disposition qui prévoit qu'on peut arrêter, mettre en prison, juger et condamner à des peines jusqu'à 30 ans toute personne qui entretient des relations avec un ennemi de notre territoire. Donc tous ces fameux fichiers S dont on parle sans arrêt, ceux dont on sait qu'ils sont en contact avec des recruteurs de l'État islamique, ceux qui passent leur vie sur les sites internet où on apprend comment utiliser un camion pour foncer dans la foule, eh bien on peut les arrêter, on peut faire une enquête sur eux, ils sont en détention préventive et ensuite on les juge et on les met en prison. Et enfin, je veux que comme on l'a fait dans le passé pour les banques, qui ont l'obligation de signaler tous les comptes suspects aux autorités, les Google et les autres grands géants de l'Internet aient l'obligation de signaler aux autorités les comptes suspects sur leur réseau. Enfin, pour assurer cette cohésion nationale, restaurer cette cohésion nationale, nous permettre de réussir ensemble, il y a un dernier problème qu'il faut régler. Et c'est le plus difficile parce que c'est un problème culturel, c'est un problème de civilisation, c'est un problème de long terme. C'est la question de la place de l'islam dans la République française. Je veux parler de la place de l'islam dans la République française parce que je ne veux plus faire comme tous les autres hommes politiques et comme moi-même je l'ai fait pendant longtemps, je ne veux plus parler de communautarisme. Je ne veux plus vous dire qu'il faut lutter contre les communautarismes. Je l'ai dit comme tout le monde. Mais en réalité, il n'y a pas des communautarismes. Il n'y a pas de communautarisme catholique qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme protestant qui menace la République française. Il n'y a pas de communautarisme juif qui menace la République française. Il n'y a pas de communautariste bouddhiste ou je ne sais quoi. Il y a juste un problème, c'est le problème de la montée de l'intégrisme au sein de la communauté musulmane. Et c'est ce problème-là qui doit être réglé. C'est très important. C'est très important d'aborder la question comme cela, parce que si on continue à l'aborder comme le font tous les autres, qu'est-ce qu'on va faire? On va durcir ce qu'on appelle les lois de la laïcité. Donc ça veut dire qu'on va réduire la liberté religieuse de millions de Français, de catholiques, de protestants, de juifs, etc., pour résoudre un problème qui ne les concerne pas, et qui ne concerne que les musulmans. La République a eu autrefois des problèmes avec les autres religions. Les catholiques, ça a duré presque 200 ans. Voilà. Quand je n'habite pas à Paris, j'habite dans une petite commune de la Sarthe qui s'appelle Solesmes, où il y a une grande abbaye. Et quand je vais rendre visite au Père Abbé, qui est un petit peu taquin,
il me dit souvent « Ah, j'aime pas trop recevoir un responsable de l'État », parce que la dernière fois qu'il y en a un qui est venu nous voir, c'était en 1903 pour nous dire « Vous avez 24 heures pour quitter le territoire national ». Donc oui, ça a été violent. Et en disant aujourd'hui qu'on exige des musulmans qui respectent les lois de la République, on ne les stigmatise pas, on leur demande simplement de faire la même chose que ce qu'on a demandé aux autres religions depuis des siècles dans notre pays. Enfin, pour réussir ensemble, il faut que nous reprenions le manche de la construction européenne. Nous avons besoin de la civilisation européenne. Vous voyez bien ce qui est en train de se passer. C'est l'Asie qui est en train de dominer le monde. On a les yeux rivés sur les États-Unis et M. Trump, mais la vérité, c'est que déjà depuis un long moment, c'est en Asie qu'est le cœur économique du monde. C'est là que la croissance est la plus forte. C'est là que les accumulations de richesses commencent à être impressionnantes. Et comme toujours, quand un continent devient dominant sur le plan économique, il songe inévitablement à devenir dominant sur le plan politique et même sur le plan militaire. Regardez ce que font les Chinois aujourd'hui en matière de défense et d'armement. Donc oui, il y a pour nous une vraie question existentielle, c'est qu'est-ce que sera l'avenir du continent européen face à cette Asie qui ne cesse de croître. On a besoin de se tenir les coudes. On a besoin de défendre ce que j'appelle la civilisation européenne, qui est différente de la civilisation asiatique ou des civilisations asiatiques et qui est même différente des civilisations américaines et même nord-américaines. On a besoin de la défendre. Mais en même temps, l'Europe est en train de s'effondrer. Et elle s'effondre pourquoi? Parce que personne ne la dirige. L'Europe, c'est une immense organisation qui n'a plus de patron. Autrefois, l'Europe avait un patron, ou plutôt elle avait deux patrons. C'était le chancelier allemand et le président de la République française. Peut-être que les autres pays n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'était la vérité. Voilà. Il y a eu De Gaulle-Adenauer, il y a eu Giscard-Schmitt, il y a eu Mitterrand-Kohl, il y a eu Chirac-Schröder. Il y avait une sorte de directoire de l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y en a plus? Parce que la France est par terre. Parce que le président de la République française n'a aucune autorité et parce que la France a tellement menti, a tellement trompé ses partenaires, notamment en ce qui concerne ses propres réformes, que personne n'a plus confiance en elle. Et du coup, il ne reste plus que l'Allemagne. Mais l'Allemagne ne dirige pas l'Europe, contrairement à ce qu'on croit. Parce que l'Allemagne, pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles, ne veut pas donner le sentiment qu'elle dirige l'Europe. Et puis le système politique allemand est très différent du nôtre. La chancelière ne peut pas prendre des décisions sans demander l'autorisation à toute une série d'organismes, son Parlement, sa majorité qui est composée de la gauche et de la droite, sa Cour de justice, etc. Donc l'Allemagne ne dirige rien du tout. L'Allemagne se contente de faire en sorte que l'Europe ne la gêne le moins possible dans son développement, mais elle ne dirige pas l'Europe. Et donc personne ne dirige l'Europe. Et c'est la raison pour laquelle les Anglais sont partis. Ils sont partis parce qu'ils en avaient assez d'une Europe bureaucratique qui donnait le sentiment de jamais entendre les peuples, de jamais entendre les revendications des citoyens. Et donc il ne faut pas prendre ce départ des Britanniques à la légère en se disant on s'en fout, ils sont partis, ils ont toujours été un peu différents, après tout on se portera mieux sans eux, on va récupérer la City sur le continent et tout ira bien. Mais pas du tout. C'est un symptôme d'une maladie qui est une maladie grave. Cette maladie, on peut la guérir en essayant de faire un nouveau traité pour réorganiser l'Europe avec des priorités différentes, avec une organisation différente. J'y crois pas du tout. Voilà, j'y crois pas du tout parce que on est 27 sans les Anglais. Il faut se mettre d'accord à 27. Ça va prendre des années et des années. Et de toute façon, le résultat sera médiocre parce que ce sera un compromis. Et dans ce compromis, il y aura des choses qui plairont pas aux Français. Parce qu'on aura dû faire des compromis aux Polonais. Et les Polonais seront fâchés parce qu'il y aura des choses qui ne plairont pas aux Polonais parce qu'ils auront dû faire des compromis à tel ou tel autre pays. Donc je ne crois pas à cette solution-là, d'autant qu'il faudra un référendum pour ratifier le prochain traité refondant l'Europe. Et si ce traité est un traité de compromis, un traité médiocre, les peuples le rejetteront, à commencer par le nôtre. Donc ce n'est pas une solution. Donc moi je propose qu'on se concentre pour l'instant sur la seule zone euro. Parce qu'il y a moins de pays.
Et parce que cette zone euro, elle est composée pour l'essentiel des pays fondateurs de l'Union européenne. Et que dans le cadre de la zone euro, on décide de mettre en place un vrai gouvernement de la zone euro. Mais pas avec des personnes désignées je ne sais comment, non, avec les chefs d'État et de gouvernement, tout simplement. Ceux qui sont choisis par leur peuple et par leurs opinions. Ces chefs d'État et de gouvernement, ils se réunissent tous les mois. Ils ont un secrétariat général pour échapper au contrôle de la Commission et ils fixent un agenda d'harmonisation fiscale des pays de la zone euro. En 5 ans, on harmonise la fiscalité des entreprises. Et en 10 ans, on harmonise la fiscalité des ménages. Qu'est-ce que ça nous permettra de faire? Ça nous permettra d'avoir une monnaie européenne qui deviendra une monnaie internationale, qui deviendra une monnaie qui nous permettra de nous débarrasser de la tutelle du dollar. Parce qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup d'entre vous ne le savaient pas, mais le fait que les entreprises européennes, comme toutes les entreprises mondiales, soient obligées d'utiliser le dollar pour leurs échanges internationaux, les expose à respecter la législation intérieure des États-Unis. Et c'est comme ça que vous voyez des juges américains qui déboulent dans des entreprises européennes et qui les condamnent à des amendes astronomiques, 9 milliards pour la BNP, 12 ou 13 milliards pour la Deutsche Bank, 1 milliard pour le Crédit Agricole, sans parler de toutes ces entreprises européennes qui sont en permanence sous monitoring de la justice américaine ou de l'administration américaine. Il y a un grand patron d'une très grande entreprise française qui m'a avoué qu'il allait régulièrement aux États-Unis de façon préventive pour demander l'autorisation à l'administration américaine d'investir dans tel ou tel pays du monde, pour être bien sûr qu'il ne serait pas poursuivi par les Américains s'il investissait dans telle ou telle région du monde. Mais où est notre souveraineté ? Comment on peut accepter... Voilà pour le discours en direct de Biarritz de François Fillon, troisième homme de la primaire de la droite et du centre qui monte dans les sondages. François Fillon qui est notamment revenu sur des thèmes d'actualité. Il veut mettre 12 milliards d'euros de plus sur 5 ans pour la police, la gendarmerie, la justice et la défense. L'ancien Premier ministre qui a insisté également sur sa volonté de remettre la famille au cœur des préoccupations de la politique française. Il veut revenir notamment sur l'adoption pour les couples de même sexe et reste favorable à l'uniforme à l'école. Sur le plan international, François Fillon a aussi insisté sur la nécessité de discuter avec les Russes, même si nous ne sommes pas d'accord avec leur système politique, a précisé l'ancien Premier ministre.